Bonjour, aujourd'hui je propose la question suivante, qui est une forme polaire. On parle souvent de forme polaire, d'une forme quadratique, et est-ce qu'on la connaît vraiment? Est-ce qu'on en comprend les enjeux? Est-ce qu'on en comprend la provenance? Et est-ce qu'on en comprend la géométrie? Tout ça, on va en parler là tout de suite. Au départ, on va parler de forme quadratique, même si on peut parler de forme quadratique et de forme polaire sur n'importe quel corps de caractéristiques différentes de 2. Je vais me limiter au cas réel. Bon, c'est juste pour m'ouvrir à un plus large public. Là, ici, une forme quadratique, on peut la définir de façon naturelle. C'est-à-dire que on a compris le linéaire en licence 1, en licence 2, et puis à un moment, en licence 3 ou en fin de licence 2, on va dire deuxième semestre, on apprend les formes quadratiques, c'est-à-dire le degré 2. C'est normal, après avoir vu tout ce qu'il y avait à voir sur le degré 1, encore qu'en L2, on ne sait pas encore tout sur le degré 1, mais bon, on attaque, il est naturel de se dire, allez, on passe à l'échelon suivant, le degré 2, et peut-être un jour le degré 3, le degré 4, le degré 5, difficile avec le groupe de Galois. Bon, mais là, on en est au degré 2. Qu'est-ce que le degré 2? Ça va être une application qui va aller de E dans R. E, c'est un espace vectoriel de dimension finie, pour nous, hein, là, ici, c'est dimension finie, on se limitera à ça, et vers R. Bon, donc c'est une forme, parce que ça va de l'espace vers R, c'est pour ça que c'est une forme, et quadratique, c'est de degré 2. Alors de degré 2, étant donné que là, j'ai pas pris Rn, j'ai pris E, j'ai fait exprès, c'est-à-dire que je vais prendre n'importe quelle base, je vais fixer une base, et je vais dire que je voudrais que quand x s'écrit somme des xi, ei dans cette base, alors je n'ai que des termes de degré 2, c'est-à-dire que c'est une fonction polynomiale de degré 2 de Rn dans R à partir du moment où cette base a identifié E à Rn, c'est-à-dire un vecteur à ses coordonnées. Bien, alors donc j'ai un Q de I égal à la somme pour I inférieur ou égal, attention, à J entre 1 et N, des AIJ, XI, XJ. Et AIJ, bon, c'est des constantes réelles, hein, et les XI, évidemment, c'est les coordonnées. Alors bien sûr, il faut quand même faire attention, quand on a choisi une base, toujours, c'est un réflexe d'algébriste, on a choisi une base, on essaye de se dédouaner du choix, hein, et donc on dit, si j'avais pris une autre base, eh bien j'aurais ici des changements de variables qui sont homogènes de degré 1, d'accord, des formules de changement de variables, et donc ça resterait encore de degré 2, on aurait d'autres constantes AIJ, mais ça resterait polynomial de degré 2. Donc cette définition, faut le vérifier, ne dépend pas du choix de la base. Bien. Et là, débarque, et pour certains, ce débarquement est soudain et parfois incompris, débarque cette forme polaire, dont le but de cette vidéo, c'est de vous montrer d'où elle vient et où elle va. C'est B de XY, alors X et Y sont dans E, voilà, c'est somme de AI, XI, YI, somme de I strictement inférieure à J, de AIJ, XI, YJ, plus XJ, YI sur 2. Comment on l'obtient? Là, vous voyez, j'ai un peu triché, c'est-à-dire, j'ai fait un choix de base. Donc, je suis parti de la base, du choix de base, pour définir ma forme polaire. On corrigera ça plus tard. On voit qu'il y a un certain strabisme, dans le sens que le XI, XI est devenu XI, YI, d'accord, puisque X s'est dédoublé en quelque sorte, hein, par rapport à cette fonction, hein, on a pris une fonction à deux variables dans E, et si I est différent de J, alors XI, XJ, il ne peut pas devenir XI, YJ, ni XJ, YI, mais bon, il fait moitié-moitié, il fait la moyenne des deux. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite ici? En tout cas, ça en a l'avantage.
il faut bien qu'il y ait un avantage à choisir une base, c'est que ici, c'est linéaire en x, puisque vous voyez que tous les termes ici portent une coordonnée de x en degré 1. Ici, ici. Et c'est linéaire en y. De la même manière. C'est-à-dire, c'est une forme bilinéaire. De plus, le fait d'avoir créé une justice en ne privilégiant pas i par rapport à j, ou le plus petit par rapport au plus grand, ou quelque chose comme ça, et en faisant moitié-moitié, en quelque sorte, ici, fait qu'on a une forme symétrique. C'est-à-dire que quand je remplace x par y et y par x, j'ai exactement la même chose. Donc, bref, j'ai une forme bilinéaire, symétrique, je le vois tout de suite. Maintenant, le problème dans cette histoire, c'est que cela dépend de la base choisie. Donc, on va trouver une formule de la forme polaire qui est indépendante de la base. La voici, b de xy égale q de x plus y moins q de x moins q de y sur 2. Là, on peut passer facilement de là à là, en regardant juste les cas où AIJ égale 1, et pour les autres, ça fait 0. On fixe un IJ, I inférieur ou égal à J, et ça vaut 1, et pour les autres, 0. C'est-à-dire, on a juste XI, XJ pour la forme quadratique, et ensuite, on fait une combinaison linéaire de tout ça, et on se rend compte que cette formule correspond bien à ça. Par exemple, si je fais xi carré, juste la forme q de x égale xi carré, ici j'ai x plus yi, donc xi plus yi au carré, moins xi carré moins yi carré, ça fait 2 xi yi sur 2, ça fait xi yi, et c'est bien exactement ce que j'ai ici. Voilà. Donc on vérifie que ça et ça correspondent bien. Ce qui a l'avantage ici d'avoir une formule sans besoin de base, indépendante de base, et en plus de voir ici que ça, c'est pas évident, c'est bilinéaire. Quand vous regardez cette formule, il n'est pas clair du tout que c'est une formule qui définisse quelque chose de bilinéaire. Que ça définisse quelque chose de symétrique, oui, tout à fait, c'est symétrique en x et y, mais bilinéaire, c'est pas clair, c'était beaucoup plus clair ici. On peut aussi le définir comme ceci, c'est aussi une alternative à la définition de la forme polaire, mais on va voir que je me servirai plus souvent de celle-ci. On gagne aussi dans la symétrie à avoir une unicité. Effectivement, on montre que B, c'est l'unique forme bilinéaire symétrique telle que B de xx égale Q de x pour tout x dans E. Cette unicité est très intéressante parce que par strabisme, on peut dire, voilà, Q de x, je veux trouver sa forme polaire, et ben, je donne ça, et pourquoi c'est la forme polaire? Eh bien, parce qu'on voit bien qu'elle est bilinéaire, et on voit bien qu'elle est symétrique. Et par unicité, c'est celle-là. Et souvent, les gens utilisent cette formule-là et se retrouvent à faire des gros calculs pour tomber là-dessus, alors que c'est inutile grâce à ce critère d'unicité. Pensez toujours à utiliser l'unicité, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Si vous écoutez les mots, vous avez entendu quadratique, donc de degré 2, et ensuite forme bilinéaire, il y a à partir de Q, on a un unique B, à partir de B, on a un unique Q. Ça veut dire que on a remplacé le degré 2 par bilinéaire, c'est-à-dire 2 fois le degré 1. Ouais, on est sur une bonne lancée là. Maintenant, on va faire un pas supplémentaire. On a psi B, une fois qu'on a défini B, cette forme polaire, qui va de l'espace E dans son dual, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires sur E, ou des applications linéaires, si vous préférez, de E dans R, qui à X donne BX truc, c'est-à-dire ça, c'est une forme linéaire qui à Y associe B de X, Y. Donc ça va bien de E, ici, Y appartient à E, dans R, puisque B de X, Y appartient à R. Bien. Alors vous remarquerez deux choses, c'est que psi B va bien dans E étoile, parce que comme B est linéaire à droite,
eh bien, ça, c'est bien une forme linéaire. Comme B est linéaire à gauche, psi B est bien une application linéaire de E dans E étoile. Donc voilà, on a obtenu psi B appartenant à E, L de E dans E étoile. Bon, alors ça, c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, bon, B est entièrement déterminé par psi B, et ça veut dire qu'en gros, on a remplacé une forme de degré 2, c'est-à-dire on a remplacé du degré 2, une problématique de degré 2, en une problématique de degré 1. Ouah, il est fort ou pas, mon pote? Je suis épaté. Donc voilà, on avait des problèmes quadratiques, et là on a des problèmes linéaires. Bon, c'est extraordinaire. D'autant plus que, bon, voilà, quand on arrive en fin de L2 ou en début de L3, on apprend les formes quadratiques, et tout d'un coup, fou, on balance tout sur le linéaire, où on sait résoudre tous les problèmes, surtout des applications linéaires. Donc, ça veut dire que on peut définir le noyau, d'accord, d'une forme, d'accord, le noyau de Q, en quelque sorte. Attention, c'est pas l'ensemble des X tel que Q de X égale 0, mais ça va être le noyau de psi B, l'image d'une forme. On peut définir le rang d'une forme, c'est-à-dire qu'on va avoir des tas d'invariants, voilà, qui vont nous donner une saveur, qui vont nous donner une caractérisation de la forme quadratique sur laquelle on travaille. Donc ça, c'est important. Et puis même, le simple fait d'avoir transformé du degré 2 en degré 1 est extraordinaire. Mais mieux que ça, on va pouvoir définir des matrices de la forme quadratique. Alors, bien sûr, on pourrait inventer n'importe quelle matrice pour ranger ces AIJ, hein, d'accord, puisque Q dépend de façon unique, on a compris, de ces AIJ, ok. Et on pourrait mettre ça, ranger ça dans une matrice, mais on aurait l'impression de faire un peu n'importe quoi, de ranger comme ça au hasard dans une matrice. Bon. Mais là, non, c'est bien pensé. C'est-à-dire que la matrice de Q, bah, par définition, ce sera la matrice de psi B. Si on fixe une base E, bah, ici on va mettre comme base E, et ici la base duale E étoile. Et on va trouver cette matrice-là avec les AII sur la diagonale et les AIJ sur 2. Vous voyez cette espèce de symétrie hein, qui vient du fait qu'on avait construit une forme bilinéaire symétrique, ici, AIJ sur 2. Voilà. Bon, en plus, non seulement on a des matrices, donc on peut avoir des formules de changement de base très facilement, parce que les matrices d'une application linéaire, on a des formules de changement de base, et en plus, on a des renseignements sur la notion d'orthogonalité, et ça, ici, avec une forme quadratique toute seule, on ne définit pas l'orthogonalité, mais avec la forme bilinéaire symétrique, la forme polaire, dont on est en train de parler, eh bien, il y a une notion d'orthogonalité. Hein. X et Y sont orthogonaux si et seulement si B de X, Y égale 0, et on définit l'orthogonale pour B d'un sous-espace F. Donc F, c'est un sous-espace de E, et en fait, c'est facile de voir que quand vous avez F un sous-espace, bah, vous avez l'orthogonale dans E étoile, c'est le sous-espace de E étoile constitué des formes linéaires sur E qui annulent F. Et en fait, bah, c'est facile de voir que psi B va nous donner des renseignements sur l'orthogonale pour B de F, c'est-à-dire ici, quand on va prendre F orthogonale là-dedans, eh bien on va prendre l'image réciproque par psi B, et ça va nous donner psi B de F orthogonale, donc des formes linéaires qui s'annulent sur F, c'est le sous-espace de E des vecteurs orthogonaux pour B à F. Voilà, alors ça c'est important. Ce psi B-1, c'est pas psi B-1, c'est pas un isomorphisme, hein. Psi B n'est pas censé être un isomorphisme, c'est l'image réciproque, mais en revanche, il y a une notion de non-dégénérescence des formes qui provient justement de là, qui fait que non-dégénéré, ça veut dire qu'on a un isomorphisme, étant donné que les deux espaces sont de même dimension, ça revient à dire que le noyau est nul,
ou que le rang est maximum, c'est-à-dire n. Et ici, si B-1 devient un isomorphisme ici, et ça veut dire que quand B est non dégénéré, ou quand Q est non dégénéré, bah, cet espace-là, cet orthogonal, est à la bonne dimension, c'est-à-dire sa dimension, c'est n moins la dimension de f, parce que c'est vrai aussi pour f orthogonal. Voilà. Donc, voilà ce que la forme polaire nous apporte. Maintenant, on va se poser une question. C'est qui a inventé ça? Qui est le génial inventeur de ça? Ben, en fait, moralement, le génial inventeur de ça remonte à la nuit des temps. Parce que la forme polaire remonte à la nuit des temps. Mais elle était dans un cocon géométrique, elle n'était pas encore exprimée vraiment algébriquement. Regardons. D'abord, cette formule-là va nous dire que Q de U plus H est égal à Q de U, attention, plus Q de H, et là, plus 2BUH. C'est exactement cette formule, hein, où j'ai remplacé X par U, Y par H. Vous remarquerez que cette formule, elle vient encore de plus loin, puisque elle a déjà sa naissance dans le double produit de A plus B au carré égale à 2 plus 2AB plus B2. C'est le 2AB ici. D'accord ? Donc ce bilinéaire provient déjà de ce double produit, du binôme de Newton pour n égale 2, quoi, en quelque sorte. Donc vraiment, c'est un grand classique. Mais comme on est sur R, on a la notion de différentiel, et ici, si vous regardez bien, vous avez, bon, c'est pour ça que j'ai pris ces notations H, Q de U plus H, bah, ici vous avez Q de U, imaginez-le comme décomposition de Taylor. Ici, vous avez Q de U. Ensuite, vous avez 2B de UH. Donc ça, c'est le terme linéaire de la formule. Ça, c'est le terme de degré 0. Terme de degré 1 en H. Hein, je fixe U et je fais varier H. Donc ici, c'est de degré 1 en H. Et là, c'est de degré 2 en H. Donc, je sais qu'il y a unicité de la décomposition de Taylor. Que bon, ça, c'est différenciable. Hein, c'est polynomial, donc différenciable. Et donc, j'en déduis que la différentielle de Q en U appliquée à H, c'est 2BUH. Donc la forme polaire a aussi cette fonction d'être la différentielle, bon, à un facteur 1,5 près, de Q en U, appliquée à H. Voilà. Bon, donc ça c'est important. Et là où je vous dis que ça existait déjà il y a longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez, prenons Q un produit scalaire, et donc vous regardez Q de U égale K. Ça veut dire que c'est un cercle de centre O et de rayon racine de K. Bon. Alors ça veut dire que Q de U égale K, ça implique que la différentielle de Q en U appliquée en H est égale à, on dérive une constante, ça fait 0. Mais ça, d'après cette formule-là, ça veut dire que B de UH égale 0. Ça veut dire que U est orthogonal à H pour le produit scalaire qu'on a défini. Bah oui, ça, on le sait. Ça, normalement, quand on a une ligne de niveau comme ça, cette différentielle, c'est égale 0, c'est la tangente en U, d'accord, à la courbe, à la ligne de niveau. Bah oui, ça veut dire tout simplement que U est orthogonal à H pour B, donc pour le produit scalaire, donc on a un angle droit. Ça veut dire que la tangente au cercle est orthogonale au rayon. Ce qui est vrai aussi pour une sphère en n'importe quelle dimension. Voilà. Vous avez des espaces tangents au lieu d'avoir des tangentes, mais voilà, c'est pareil. Donc finalement, la forme polaire qui porte l'orthogonalité est déjà liée aux lignes de niveau qui, eux, sont portées par la forme quadratique. C'est-à-dire qu'on a ici une forme quadratique, puisqu'on a un truc qui se courbe, d'accord, et vous avez du linéaire sur la courbe. Et c'est la tangente, évidemment. On n'a pas attendu Newton pour voir que la tangente au cercle, c'était l'orthogone. Maintenant, un autre avatar de la forme polaire dans les temps anciens, dans les temps antiques, c'est la médiatrice. Ben oui, au départ, la médiatrice, comme on construit une médiatrice, ben on passe du degré 2, c'est-à-dire
voyez, vous voulez la médiatrice de ça, bah, vous faites ça avec l'intersection de deux cercles. Donc en gros, hein, et même si vous prenez dans l'espace la médiatrice de plusieurs points dans un espace de dimension n, bah, normalement, c'est une intersection de sphères. C'est-à-dire, c'est des systèmes de degré 2. C'est affreux, c'est terrible, c'est difficile. Ben oui, ben non. Vous voyez, le degré 2 se linéarise depuis l'Antiquité. D'accord? C'est-à-dire, regardez, hein, ici, vous avez, pour créer une médiatrice, vous n'avez pas besoin de résoudre des équations de degré 2. Vous avez juste besoin d'une règle. Bon, bien sûr, évidemment, faut trouver l'angle droit. Mais ici, vous tracez une droite. D'accord? Donc vous aviez un problème de degré 2, vous l'avez transformé en un problème de degré 1, c'est-à-dire, hop, vous utilisez juste la règle pour tracer votre truc. Alors, ça vient d'où? Bah oui, parce que la médiatrice, ça voudrait dire, si Q c'est le produit scalaire, c'est la forme euclidienne, on va dire, Q de x moins U égale Q de x moins V, donc ici c'est ça, hein, voilà, x. Et quand vous allez développer avec cette formule, vous allez obtenir facilement B de x V moins U, hein, quand vous allez développer, simplifié par Q de x, est égal à une constante, hein, parce que U et V sont fixés, qui est Q de V moins Q de U sur 2. Donc vous voyez que la droite sur laquelle se trouve x est orthogonale à V moins U, donc orthogonale à cette droite-là, et passe par le milieu, effectivement, parce que si vous faites V plus U sur 2, V plus U sur 2, B de V plus U sur 2, V moins U, donc vous avez une différence de 2 carrés, ça va vous faire Q de V moins Q de U, et vous allez avoir l'élimination des VU, des B de VU, et donc il va rester que Q de V moins Q de U est sur 2. Ce qui veut dire que c'est la droite, la médiatrice, c'est la droite orthogonale à ce segment qui passe par le milieu. Donc ça, c'est connu depuis longtemps, et ces problèmes de linéarisation, ils reviennent à la surface avec des nouveaux mots qui s'appellent forme polaire, avec des nouveaux concepts, etc. Mais c'est business as usual, quoi. Hein, voilà, je voulais juste vous raconter cette petite histoire. Gros cerveau.